Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la centrifugeuse de laboratoire. C'est un exercice relativement simple de cinématique où vous allez avoir deux pivots. Une première pivot qui va être entre le bâti et le bras que j'ai noté numéro 1, et puis une deuxième pivot qui va être ici entre le bras numéro 1 et le bras numéro 2 ici, qui globalement est votre tube à essai. Votre tube à essai va donc pouvoir pivoter ici autour de cet axe-là. Et le bras rouge, lui, va pouvoir pivoter, donc tourner autour de votre bâti 0. La première question va être effectivement de dessiner ces changements de base qui vont être des supports pour la suite, pour faire et nos projections et écrire les vecteurs vitesse de rotation. Donc j'ai repris le même code couleur ici, mon bâti 0 en noir, ma première pièce tournante, là ici, mon solide 1, que j'ai dessiné en rouge. Donc ici, vous allez avoir l'axe de la pivot, donc je fais les mêmes schémas pour la suite ici, mon axe sortant ici, et puis après, les deux axes tournant dans le sens trigonométrique qui est celui-ci. Donc comme je vais remplir ça, pour ne pas me tromper, axe sortant, l'axe de ma pivot, c'est l'axe commun qui est l'axe X entre 0 et 1. Donc en fait, X0 et X1, c'est un axe commun aux deux. Derrière le X, je retrouve le Y. Derrière le Y, je trouve le Z, dans le sens trigonométrique. Derrière le Y, dans le sens positif, je vais avoir le Z. En noir, c'est la base 0. Et donc, du coup, en rouge, je vais avoir la base 1. Donc, de Y0 vers Y1, de Z0 vers Z1. Cette rotation ici, la rotation que vous avez ici, se fait grâce au paramétrage alpha de l'angle. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Quel est l'axe de la pivot? L'axe de la pivot, c'est lui, là, ici. Donc, l'axe de la pivot, je ne l'ai pas noté, mais si je vous le note ici, hop, cet axe-là, c'est celui qui est perpendiculaire à Y1, donc c'est mon Z1 ici. Là. Z1 est l'axe de ma pivot. Il va être commun aussi avec le Z2. Voilà. Derrière le Z, je retrouve le X. Derrière le X, je retrouve le Y. Et dans le sens trigonométrique, j'ai bien le X, puis le Y dans le sens trigo. En rouge, c'est la base 1. En vert, c'est la base 2. Alors, évidemment, je mets bien des vecteurs pour tout le monde, puisqu'on parle de vecteurs unitaires. Je peux même compléter parce que Z1, Z2 ici, je les retrouve là. Donc ici, je vais avoir du Z1, 2, puis le Y01, je le retrouve ici. Donc le Y1, c'est aussi le Y0. Voilà. Associé à ça, pour chacun des deux dessins que je viens de générer ici, ça, c'est le dessin de changement de base qui va me permettre de paramétrer la vitesse de rotation entre 1 que j'ai observé par rapport à 0. On parle de vitesse de rotation, donc là ici, ça va être l'angle dérivé, c'est la variation de l'angle, alpha point. Autour de quel axe? Autour de x01. Et pour lui, ça va être la même chose. Je vais parler de la vitesse de rotation. C'est 2 qui bougent par rapport à 1. 2 qui bougent par rapport à 1. Je n'ai pas m'indiqué le paramètre angulaire. Entre rouge et vert, le paramètre angulaire qui nous est donné, c'est bêta. Donc je vais retrouver ici le bêta point. Et l'axe de la pivot, c'est Z12. Voilà. Finalement, comment bouge vert par rapport à noir? C'est la combinaison des deux. Donc je vais retrouver ici, par exemple, oméga de 2 par rapport à 0, c'est 2 par rapport à 1, plus 1 par rapport à 0, à savoir, je vais retrouver donc du bêta point Z1, Z1, 2, plus alpha point autour de X01. Voilà pour la première partie de votre paramétrage. Donc maintenant, je passe à la question 4. Je vais faire mon calcul de vitesse. La vitesse de G observée par rapport à 0. Le vecteur que je dois dériver, effectivement, j'observe le point G. Dans le repère d'observation 0, le point qui est ici, la condition, c'est que ce soit un point qui va être fixe dans le repère d'observation. Donc D de OG par rapport à 0. Effectivement, le point O qui est ici, c'est un point qui va être fixe, puisqu'il est sur l'axe de la pivot. Il va être fixe dans le repère rouge, le repère 1, mais aussi fixe dans le repère noir. Le point O, quand ma centrifugeuse va tourner,
va simplement tourner sur lui-même, mais ne va pas se déplacer. Donc, dérivée de OG. OG, c'est OA plus AG. OA plus AG. OA, c'est petit a suivant Y1 plus petit b suivant X2. Ici. Donc, c'est ça que je vais devoir dériver. Là-dedans, dans cet ensemble-là ici, je vais regarder est-ce que j'ai des constantes. Évidemment, le bras ici OA ne va pas varier dans le temps. Donc petit a va être une constante, puis ça va être globalement la longueur de mon la position du centre de gravité de mon éprouvette qui ne va pas changer de dimension dans le temps. Donc petit b est aussi une constante. A et b sont donc deux constantes. Je vais donc observer la variation de y1 par rapport à 0 et la variation de x2 par rapport à 0. Ce qui va donc me donner A dérivée de y1 sur dt par rapport à 0 plus b dérivée de x2 sur dt par rapport à 0. A et b étant des constantes. Voilà, donc j'ai donc ces deux termes-là à dériver. J'ai une formule que je connais par cœur, qui est celle-ci. Dérivée de xi sur dt par rapport à j, c'est oméga de i par rapport à j, vectoriel, xi. Voilà. À partir de cette formule-là, je vais l'adapter à ces deux termes qui sont ici. Donc ça, je vais le calculer d'une part, ça, je vais le calculer d'autre part. C'est les sous-calculs que je vais faire ici. d2y1 sur dt par rapport à 0, c'est donc, par rapport à cette formule, oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel, y1. Et je remplace avec ce que j'avais calculé juste ici. Donc, oméga de 1 par rapport à 0, c'est alpha point x01, vectoriel y1. Mon produit vectoriel va se faire simplement, puisque je remarque qu'ils sont tous les deux dans la même base. Donc, le produit vectoriel entre les deux, x, y, ça va me donner du z dans la base commune, la base 1. Est-ce que je vais bien dans le sens positif? X, y, z, c'est bon, je vais bien dans le sens positif. Donc là, ça va me donner du alpha point z1. Pour le deuxième terme là-haut, donc celui-ci là, je vais calculer la dérivée de x2 sur dt par rapport à 0. Ça va donc me donner du oméga de 2 par rapport à 0, vectoriel x2. Oméga de 2 par rapport à 0, c'est celui que j'avais calculé ici en bas. Donc ça nous fait du bêta point z12 plus alpha point x01 vectoriel x2. Je peux développer tout ça pour faire mes calculs de produits vectoriels. Ça nous fait donc du bêta point z12 vectoriel x2 plus alpha point x01 vectoriel x2. Je développe un premier produit vectoriel, z2, x2, un deuxième produit vectoriel, x01 vectoriel x2. Ce premier produit vectoriel, j'observe qu'ils sont tous les deux dans la même base, donc il peut se faire directement. Zx dans la base 2, ça va donc me donner du y2. De z vers x, je pars bien dans le sens positif. Pour le deuxième, ici c'est plus compliqué puisqu'ils ne sont pas dans la même base. Et là, quand j'ai deux vecteurs qui ne sont pas dans la même base, la solution c'est de projeter un vecteur dans la base de l'autre. Donc soit je projette x1 dans la base 2, soit je projette x2 dans la base 1. Je vais ici, où sont placés, j'ai x2 et x1 qui sont là. Moi je trouve personnellement que le plus simple c'est de projeter x2 dans la base 1. Ici je vais donc obtenir que x2 c'est égal à du cos bêta x1 plus, ça va être le côté opposé, donc le sinus bêta suivant y1. Donc si je fais mon produit vectoriel entre les deux, x1 vectoriel x2, ça va donc me faire du x1 vectoriel cos bêta x1 plus sinus bêta y1.
Je n'oublie pas évidemment les parenthèses. Je vais distribuer. Je vais donc avoir un x1 vectoriel x1. Ça, c'est égal à 0. Donc ce terme-là va disparaître. Et je vais avoir un deuxième produit vectoriel entre x1 et y1. Et ça va me donner xy, ça va me donner du z1 dans le sens positif. Donc là, ça va me donner du sinus bêta z1. Ça, je vais donc le remplacer ici. Sinus bêta z1. Ici. Et mon résultat, je l'ai donc ici. La dérivée de x2, c'est bêta point y2 plus alpha point sinus bêta z1. Et ça, maintenant, je vais pouvoir le remplacer là-haut. Donc, je reprends mon résultat qui est en haut. Vitesse de g par rapport à 0. C'est donc égal à la dérivée de y1 alpha point z1 plus b fois la dérivée de x2 qui va donc être égale à bêta point y2 plus alpha point sinus bêta z1. Ce résultat, je peux le remettre en forme parce que je me rends compte que j'ai du alpha point z1 ici, alpha point z1 ici. Donc je vais l'écrire sous cette forme-là. Je vais avoir du b bêta point y2 plus, ce terme-là, plus a plus b sinus bêta, b sinus bêta, alpha point z1, alpha point z1. Et ça va être votre vitesse. Voici le résultat que l'on veut déterminer. Alors on va l'expliquer maintenant, ce résultat. Alors si je reprends les résultats là, que j'ai trouvés juste avant, en fait j'ai deux termes. Un terme en bêta point et un deuxième terme en alpha point. Ces deux termes représentent effectivement mes deux liaisons de pivot. La liaison en bêta point, c'est la liaison entre vert et rouge, bêta. Le bêta point, c'est la rotation de 2 par rapport à 1. Donc c'est cette zone-là que je vous ai repris ici. La pivot entre 2 et 1. La pivot entre 2 et 1, c'est l'éprouvette, là ici, qui va pivoter comme ça. Donc du coup, une vitesse, quand vous êtes sur une vitesse de rotation, ici, la vitesse périphérique, ici V, c'est du oméga R. La vitesse de rotation, oméga, fois mon rayon. Dans notre exemple ici, le point G, dans cette liaison pivot entre 2 et 1, va se déplacer comment? Mon point G va se déplacer sur une trajectoire circulaire qui va être celle-ci. Donc à cet instant-là, ma vitesse est comme ça. Elle est tangente à la trajectoire. Mon rayon, c'est petit b. Le oméga, la vitesse de rotation, c'est le bêta point. Et dans quelle direction je pars? Je pars tangent à ma trajectoire, à savoir perpendiculaire à mon rayon B. La perpendiculaire à B, donc la perpendiculaire à x2, c'est y2. Dans la pivot de 2 par rapport à 1, quand je me place en rouge observateur sur 1, qu'est-ce que je vois? Je vois cette vitesse-là du point G. C'est exactement ce terme qui est noté ici. Donc ce premier terme en bêta point représente bien la rotation entre 2 et 1. Maintenant, si je regarde la pivot, qui dépend de alpha point. Le alpha, c'est la pivot entre 1 et 0. Je voulais représenter ici la pivot entre 1 et 0. Je voulais redessiner ici, elle est là, entre 1 en rouge et 0 ici. Alors attention, parce que là, j'ai dessiné du noir, du rouge et du vert. Si je ne veux représenter que la pivot entre 1 et 0, il faut que j'imagine que ça aussi, tac, ce soit aussi le solide 1. Mon solide 1, c'est tout ça, pour ne représenter que la rotation qui dépend de alpha. Et donc du coup, si je regarde cette liaison pivot, la rotation du point G se fait autour de l'axe x01. Donc mon point G va tourner comme ça avec une trajectoire circulaire, là ici. Et mon point G va donc tourner autour d'un point qui est quelque part ici, là, que je peux appeler H ici, qui serait la projection sur l'axe de la pivot. Donc si j'écris toujours ma vitesse périphérique, là, qui vaut V égale oméga R,
Mon rayon, c'est mi. Mon rayon va être composé donc d'une certaine longueur, celle-ci. Celle-ci, c'est petit a. Plus cette longueur-là, là, ici, là. Cette longueur-là, ben, je la retrouve dans ce triangle rectangle ici, là. C'est le côté opposé à bêta, avec l'hypoténuse qui vaut b. Donc cette longueur-là, c'est du b sinus bêta. Mon rayon de trajectoire vaut donc a plus b sinus bêta. C'est exactement ce que j'ai trouvé dans mon calcul précédent. Ma rotation se fait autour de mon axe ici, ce que je retrouve là, qui dépend de alpha point. Donc ma vitesse périphérique, quand j'écris v égale oméga r, le oméga, bah, c'est mon alpha point. Mon rayon, c'est a plus b sinus bêta. Quelle est la direction? Ma vitesse partant comme ça, elle sort du tableau, elle vient vers moi. J'ai x1, y1. Le vecteur qui vient vers moi, c'est le vecteur z1. C'est exactement le terme que j'ai trouvé ici. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un terme qui représente la rotation en alpha, entre le solide 1 et 0, et une rotation en bêta, qui représente la rotation entre le solide 2 et le solide 1. Et après, je vais attaquer l'accélération. Donc pour mon calcul d'accélération, l'accélération de g par rapport à 0, je vais récupérer mon terme d'au-dessus, ma vitesse, que je vais dériver toujours par rapport au même repère d'observation. Donc je vais retrouver le même repère d'observation. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport à 0. Ma vitesse, c'était tout ce que j'avais trouvé ici sur le terme d'avant. Et là maintenant, je vais pouvoir détailler ça de manière complète en utilisant, par exemple ici pour celui-ci, U fois V fois W. Puis je recommencerai pour lui, ça c'est U, ça c'est V, ça c'est W. Puis j'écris tout simplement UVW', c'est U'VW plus UV'W plus UVW'. Voilà. Et je vais le faire pour ce terme-là et ce terme-là. Ce qui me donne la dérivée de B fois les deux autres. Ensuite, je vais faire la dérivée de bêta point fois les deux autres, B et Y2. Et enfin, la dérivée de Y2 ici fois les deux autres. Et puis, je recommence pour le dernier terme. Et puis, une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien développé, je vais regarder ce que vaut chacun des termes. En fait, je vais morceler ma problématique, puisque le calcul de l'accélération est beaucoup plus long. B, c'est une constante. Donc, ce terme-là va être égal à 0. La dérivée de bêta point, ça va être bêta point point. La dérivée de Y2, ça va être quelque chose qu'il va falloir que je calcule. La dérivée de A plus B sinus bêta, pareil, c'est un petit peu complexe, on va le détailler. La dérivée de alpha point, c'est alpha point point. Alors comme je tourne à vitesse constante oméga, alpha point égale oméga égale constante, ça veut dire que alpha point point est égal à 0. Donc ce terme-là va disparaître. Une chose de moins. Et puis après, il va falloir que je fasse la dérivée de Z1. Sachant que moi, tout à l'heure, j'avais dû calculer la dérivée de Y1. Donc celui-là, je ne l'ai pas. Je vais faire mes différents calculs. Donc ici, la dérivée de Y2, c'est parti. Dérivée de Y2 sur dt par rapport à 0. Oméga de 2 par rapport à 0. Vectoriel Y2. Je recommence comme pour la vitesse. Donc ça nous fait du bêta point Z12, vectoriel alpha point x01, vectoriel y2. Ces deux-là, je vais pouvoir les distribuer. Donc ça nous fait du bêta point z2 vectoriel y2. Ils sont dans la même base. zy, ça va me donner du moins x2. Ces deux-là ne sont pas dans la même base, donc il va falloir que je fasse une projection. x1 vectoriel y2. Ici, il va falloir que je fasse ce produit-là. x1 vectoriel y2, je vais faire mon calcul. x1, je l'avais écrit tout à l'heure, non c'était x2. Est-ce que c'est plus facile de projeter y2? Je vais faire la projection du y2. y2, ça va être du cos bêta y1.
moins sinus bêta x1. Voilà. Je vous laisse faire une pause, hein, si jamais effectivement ça c'est pas clair pour vous, pour le retrouver sur votre schéma. Ce qui va me donner donc du coup produit vectoriel entre x1 et y1, donc ça va me faire du cos bêta x1, y1, z1. C'est le produit vectoriel entre x1 et y1. x1, x1, ça disparaît. Il faut que j'avance ça. Donc ce terme-là vaut donc cos bêta z1. Et me voici donc du coup avec la dérivée de y2. Ce terme-là, c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir faire ce terme-là, la dérivée de a plus b sinus bêta. Dérivée de a plus b sinus bêta. Sur dt. Ce qui me fait donc la dérivée de a plus la dérivée de b sinus bêta. Sur dt. A étant une constante, ça vaut 0. Dans mon produit ici entre les deux, b étant une constante, je peux le sortir de mon calcul de dérivée. Donc ça va me faire b dérivée de sinus bêta sur dt. La dérivée du sinus, attention, ici, bêta étant une fonction qui dépend du temps, et le sinus, une fonction du bêta qui dépend lui-même du temps, vous avez en fait une fonction dans une fonction, ce que je peux noter comme ça. Ce qui va donc, en termes de dérivée, me faire du u' fois f' de u. Le u étant mon bêta, le f étant mon sinus. Ça va donc me donner la dérivée du bêta, qui va donc être bêta point, et la dérivée du sinus, qui va donc être du cos bêta. Voici pour cette partie-là. Donc cette partie-là, après je peux le recopier ici, hein. B bêta point cos bêta, bêta point cos bêta, et puis ce terme-là ici, que je vais garder ici. Il me reste donc à calculer la dérivée de z1 qui est là-haut. La dérivée de z1 sur dt par rapport à 0, ce qui va me faire du oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel z1. Ce qui va donc me donner oméga de 1 par rapport à 0, je l'ai ici. Hein. Donc c'est le alpha point x01 vectoriel z1. xz, ça donc fait du moins alpha point y1. Moins alpha point y1. Ça c'est bon, ça c'est le terme qui est ici, c'est bon, ça ça vaut 0, et j'ai ce terme-là. Je fais le tri, j'efface tout ça, je n'en ai plus besoin. Et je reprends mon accélération, l'accélération de g par rapport à 0, c'est donc est égal à b bêta point y2 plus b bêta point facteur de tout ça. Donc j'ai du moins bêta point x2 plus alpha point cos bêta z1 plus a plus b sinus bêta. Allons, ce terme-là va aller 0, donc il disparaît. Donc c'est pas grave. A plus b sinus bêta, facteur de. Là j'ai du moins alpha point fois alpha point. Ça me donne du alpha point au carré, suivant y1. Et j'en ai oublié un bout. Oui, j'ai oublié celui-là. La dérivée de celui-là, là, ici, là. Ici, ce bout-là, c'est le. Donc celui-là, c'est b bêta point cos bêta fois alpha point z1. Et maintenant, je vais faire le tri. Là-dedans, j'ai envie de retrouver des accélérations que je connais, des accélérations tangentielles, des accélérations centripètes et des accélérations de Coriolis. C'est 3 types d'accélérations. Donc en bêta, le bêta point, je le retrouve nulle part ailleurs. Donc le bêta point, lui, il est tout seul. Ensuite, là, j'ai du bêta point fois bêta point. J'ai du bêta point carré. Donc je vais avoir du moins b bêta point au carré suivant x2.
Et alors, si je ne me suis pas trompé, je vais retrouver des termes qui vont se retrouver là. B bêta point, alpha point, cos bêta, Z1. Je le retrouve ici. B bêta point, alpha point, cos bêta, Z1, alpha point, cos bêta, Z1. Ces deux termes-là sont strictement identiques. Donc, je vais avoir plus 2 fois ça, plus 2 fois B, bêta point, alpha point, cos bêta, autour de Z1. Et il me reste ce dernier terme, moins A plus B, sinus bêta, alpha point carré, Y1. Et voici votre accélération complète. Là-dedans, je retrouve quoi? Les dérivées secondes sont les accélérations tangentielles. Donc ça, c'est l'accélération tangentielle qui dépend de bêta. Les bêta points, les vitesses au carré, ça, ce sont les accélérations centripètes qui dépendent de bêta. De la même manière, le alpha point carré, tout ça, là, c'est l'accélération centripète qui dépend de alpha, celle-ci de bêta. Et celle qui apparaît 2 fois, elle est extrêmement caractéristique. 2 fois dérivée première, ça c'est l'accélération de Coriolis. Voici les 3 accélérations ultra classiques que vous retrouvez quand vous avez 2 rotations empilées l'une sur l'autre. Alors on va essayer de les expliquer un petit peu. Alors pour vous expliquer un petit peu ces accélérations ici, donc j'ai renoté mon résultat là-haut. J'ai l'accélération tangentielle et centripète qui dépendent du paramètre bêta. J'ai repris le schéma de tout à l'heure où j'ai le repère rouge, qui est le repère 1, que je considère comme fixe, puisque bêta, c'est la rotation entre le solide 2 et le solide 1. Donc dans ce mouvement de rotation qu'on avait déjà vu tout à l'heure, le point G, que je suis en train d'étudier, a une trajectoire circulaire. On avait vu que sa vitesse était tangentielle, mais si je regarde les accélérations, je retrouve des résultats ultra classiques. L'accélération va être suivant Y2. Ça, c'est l'accélération tangentielle, tangent à ma trajectoire. Et lui, c'est l'accélération centripète. L'accélération centripète, ça veut dire qu'elle est dirigée vers le centre. Le centre de ma pivot, donc mon accélération centripète, elle est dirigée vers le centre de ma pivot entre 2 et 1. À savoir en moins x2. x2 est par là, donc elle part en moins x2. L'accélération centripète, c'est toujours le rayon fois la vitesse au carré. Le rayon B fois votre vitesse de rotation au carré. L'accélération tangentielle, c'est toujours le rayon fois l'accélération angulaire de l'angle. Coriolis, c'est un petit peu compliqué, donc pour le reconnaître, la seule chose, c'est 2 fois dérivée première, dérivée première. Et puis pour mon dernier terme, c'est l'accélération centripète qui dépend de ma rotation en alpha. Ma rotation en alpha, je la retrouve ici, là. On va se décaler pour aller regarder cette. Mon point G ici, il tourne autour d'un point H qui est la projection perpendiculaire. J'ai tracé la parallèle à Y là. Voilà, c'est le rayon de ma trajectoire et mon point G va tourner comme ça grâce à alpha. L'accélération centripète, c'est celle qui est dirigée vers le centre de la rotation. C'est la même chose que ce que je vous ai dit ici. Sauf que le centre de votre rotation ici, c'est votre point H. Votre accélération centripète qui dépend de ma rotation en alpha, donc à savoir l'oméga, l'accélération centripète, pardon, est donc dirigée vers le H, là ici, à savoir en moins Y1. En moins Y1. L'accélération centripète, c'est toujours le rayon. Le rayon, on l'a vu tout à l'heure, c'est cette distance qui vaut petit a, et cette distance qui vaut b sinus bêta. Donc le rayon, c'est a plus b sinus bêta. Et elle dépend de ma vitesse de rotation au carré, alpha point au carré. Voilà. Voilà comment interpréter votre grosse équation à travers simplement vos 2 liaisons pivot. Évidemment, derrière, à vous de faire l'application numérique qui va bien. Attention à rester dans le système international. Donc pour clôturer cet exercice, ce que je vous propose, c'est de faire une application numérique de cet exercice. Donc vous avez votre mécanisme ici, dont on va donner des dimensions. Ici j'ai 5 cm pour cette partie,
6 cm pour le deuxième bras ici, là. En fait, c'est une centrifugeuse de laboratoire. Les centrifuges de laboratoire vont vous permettre de centrifuger des flacons à essai. Donc en fait, ça, c'est les dimensions globalement d'un flacon à essai. Et ces centrifugeuses vont tourner à 18 000 tours par minute. 18 000 tours par minute, ça, c'est pas système international, donc il va falloir pour modifier les unités pour les passer en radians par seconde. Donc les tours, je les multiplie par 2pi, puis les minutes, je les passe en secondes en multipliant par 60. Alors ce qu'il faut comprendre ici, tourner à 18 000 tours par minute, donc à une vitesse qui va être constante, c'est cette vitesse de rotation, ce bras ici va se positionner dans une position fixe et ne va plus bouger. Donc ça veut dire que mon angle bêta, si je tourne à une vitesse constante oméga sur cette liaison pivot, et la position de bêta ici va devenir constante. Ici. Donc si bêta égale constante, ici on va poser 40 degrés dans notre exercice, je vais avoir le bêta point qui vaudra 0 et le bêta point point qui vaudra 0. Ce qui veut dire que dans mes équations ici, partout où je vois du bêta point et bêta point point, ça va disparaître. Donc ce terme-là disparaît, ce terme-là disparaît, Coriolis disparaît ici aussi. En fait, je ne vais garder que ce terme-là dans mon accélération centripète liée à la rotation. Donc je renote ici mon accélération, je n'ai que ce terme-là. Je remplace avec A qui vaut, je vais repasser en mètres évidemment, 5 cm, B qui vaut 5 cm, mon angle de 40 degrés, ma vitesse de rotation qui vaut 1885 radians par seconde élevé au carré. Je trouve une accélération de 314 700 mètres secondes moins 2, ce qui est une accélération énorme. Pour se rendre compte, je l'ai divisé par la valeur de l'accélération terrestre, G égale 9,81. En divisant par 9,80, je trouve 32 000 G à peu près. 32 000 G, ce qui est énorme. Quand vous rentrez dans un manège, vous avez à peu près 3-4 G maximum. Voilà, donc 32 000 G, c'est énorme. Voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère que voilà, ça aura été pour vous. Et puis, je vous dis à une prochaine.